Madame, Monsieur, bonsoir. Au programme de cette édition, Emmanuel Macron termine son voyage au Maroc. Le président a fait dans la repentance à Rabat, alors que Gabriel Attal, lui, est en train de lui piquer le parti à Paris. Nous partirons ensuite aux États-Unis pour suivre les dernières informations de la campagne présidentielle. Et puis, une semaine après l'alerte enlèvement déclenchée pour le petit Santiago en France, nous reviendrons sur ce dispositif mal connu. Emmanuel Macron finit une visite de 3 jours au Maroc et rentre en France. Le président a une nouvelle fois tenu des propos surréalistes, alors qu'à Paris, ses partisans semblent déterminés à définitivement le débrancher. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du Sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Faire l'apologie de la colonisation quand celle-ci est arabo-musulmane et en même temps s'excuser de la colonisation quand elle est occidentale. L'exercice d'équilibriste macronien a une nouvelle fois atteint des sommets lors de son discours devant le Parlement marocain. Calculateur plus qu'idéologue, le président a tenté d'ouvrir une nouvelle page avec le Maroc, probablement au détriment de l'Algérie. Un pari risqué, d'autant qu'adepte de la demi-mesure, Emmanuel Macron ne devrait pas s'engager pleinement dans cette direction et donner bientôt des gages à Alger. L'élément central du voyage présidentiel aura néanmoins été la confirmation du soutien de Paris à Rabat concernant le Sahara occidental. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale. L'occasion pour le président de récolter quelques applaudissements qu'il peinera à avoir en France, où sa cote de confiance chute de 5 points et tombe à 17%, un niveau jusqu'alors jamais atteint depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Une chute par ailleurs assez étonnante, car le président a quelque peu pris le large vis-à-vis des affaires nationales, se contentant d'un rôle plus tourné vers l'international. La chute du président n'a cependant pas échappé à son propre camp qui prépare déjà l'après-Macron. L'élection du nouveau secrétaire général du parti Renaissance a fait l'objet d'une petite campagne entre les deux anciens premiers ministres, anciennement socialistes, Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Le second étant largement favori, la première a jeté l'éponge mardi et négocié un poste de présidente du Conseil national du parti qui a été créé spécialement pour elle. Le 7 décembre, c'est donc Gabriel Attal qui prendra les rênes du parti. Une passation tout en douceur, puisque le poste était occupé jusque-là par son ancien compagnon, Stéphane Séjourné. Le dyslexique au destin doré est désormais vice-président de la Commission européenne et vaque à d'autres occupations loin de Paris. Les deux courants, à peu près identiques, Attal et Borne, vont donc se répartir les postes clés d'un parti puissant, car au pouvoir depuis plus de 7 ans, mais aussi très affaibli si l'on considère ses effectifs adhérents, 8500 en octobre, soit 3 fois moins que l'UPR de François Asselineau. Mais le parti présidentiel n'est pas un parti populaire, mais plutôt une plateforme qui fonctionne avec peu de militants, mais des ralliements. Pas implanté localement, il devra, pour survivre, voir son nouveau patron développer une stratégie locale. L'avènement de deux anciens socialistes à la tête du parti pourrait cependant contrarier le choix présidentiel d'une alliance avec la droite, les Républicains, et Gabriel Attal pourrait tenter d'amorcer un rapprochement avec les socialistes. Alors que le parti présidentiel va sortir de l'escarcelle de son fondateur, le président, lui, pourrait encore tenter de placer ses proches dans le dispositif pour garder un pied dans celui-ci, au cas où, et surtout car il ne faut pas insulter l'avenir. Pour l'heure, il devrait se contenter d'épisodiques polémiques dont il est friand et dont il a fait l'usage justement en prenant dans ses bagages pour Rabat l'humoriste proche des islamistes du CCIF Yacine Bellatar ainsi que l'ancien ministre amateur de viande très fraîche Jacques Lang ou encore le philosophe va-t-en-guerre BHL dans un attelage hétéroclite qui semble aujourd'hui s'apparenter au radeau de la méduse du macronisme. J-6 avant le scrutin américain. Il reste moins d'une semaine aux électeurs de l'Oncle Sam pour se prononcer et faire un choix entre Kamala Harris et Donald Trump. Pour l'heure, les sondages montrent les deux candidats au coude à coude. Le point.
Dictateur, ordure, la dernière ligne droite de la campagne démocrate dérape. Possible signe d'un décrochage dans les résultats attendus. Les organismes de sondage font quant à eux profil bas, réfugiés derrière des projections où les deux candidats sont impossibles à départager. En effet, si certains instituts montrent des chiffres tels que des scores par candidat, ils n'ont pas véritablement de sens au vu du système électoral américain, basé sur le fameux « winner takes it all », le gagnant remporte tout. Ainsi, les candidats doivent être majoritaires dans suffisamment d'États pour réunir une majorité de grands électeurs, soit au moins 270. Chacun des deux candidats mouille donc toujours la chemise pour traverser les États clés, ces fameux États indécis, capables de faire basculer le scrutin d'un côté ou de l'autre. Parmi les 7 swing states, ces fameux États clés, le candidat républicain semble en passe de s'imposer dans 2, à savoir en Arizona et en Géorgie. Dans le comté de Clallam, à l'extrême ouest des États-Unis, dans l'État de Washington, terre démocrate, où 12 des 538 grands électeurs seront élus, voilà plus de 40 ans que l'on a toujours voté pour le candidat gagnant. I'm not sure how the county is going to vote in November, to be honest, and I do kind of follow that a lot closer, and it seems really close. So I think everybody votes the way they want to vote, right? I think if you have your sign and I have my sign and they're different, my neighbors would know that, oh, well, he's the Democrat in the block, you know, and most of us vote Republican, that type of thing. We have two greatly different candidates, and I'm pro-Trump, and I think one of his best policies so far is the anti-war policy, just not going to war. I think Trump's going to win. Whether or not Clallam County gets that right as a bellwether, that's debatable. Du côté de la candidate démocrate, on mise sur la critique de l'adversaire pour faire basculer la balance. L'objectif est donc de surfer sur les obsessions médiatiques autour de la prétendue prise du Capitole pour promettre le pire en cas d'élection de Donald Trump. Donald Trump intends to use the United States military against American citizens who simply disagree with him. People he calls, quote, the enemy from within. America, this is not a candidate for president who is thinking about how to make your life better. This is someone who is unstable, obsessed with revenge, consumed with grievance, and out for unchecked power. Des propos réitérés à plusieurs reprises. Donald Trump has openly vowed if re-elected he will be a dictator on day one. That he would weaponize the Department of Justice against his political enemies. And even, quote, terminate the United States Constitution. Si Kamala Harris entend faire peur à la population avec l'agitation de prétendues dérives autoritaires de Trump, elle envoie également un message à l'État profond américain à qui Donald Trump a souvent déclaré la guerre. On day one, if elected, Donald Trump would walk into that office with an enemies list. Une liste d'ennemis qui pourrait en effet correspondre à la promesse de Donald Trump de drainer le marécage. Une promesse qu'il n'aura pas réellement pu honorer lors de son premier mandat. Dans ce contexte, si l'ancien président revient avec davantage de détermination, il sait aussi qu'il doit faire preuve de tempérance pour miser sur les électeurs indécis. Il s'est donc contraint à répondre aux attaques. He's Hitler. And then they say he's a Nazi. I'm not a Nazi. I'm the opposite of a Nazi. I don't know. But Kamala is labeling more than half of the country as the enemy combatants, and she's calling them all fascists and Nazis, okay? But she's a fascist, okay? She's a fascist. Une rhétorique du « c'est celui qu'il dit qu'il est » un peu affligeante qui ne doit pas faire l'impasse sur un point essentiel. Si Kamala Harris est certes la candidate démocrate, elle est aussi la vice-présidente en place de Joe Biden.
Elle est donc comptable d'un bilan catastrophique, notamment sur les questions économiques, avec une inflation galopante qui appauvrit de plus en plus les classes moyennes. Une inflation qui place donc de plus en plus de monde dans l'inquiétude, voire dans la pauvreté, avec une crise du logement sans précédent. Une situation économique qui pourrait donc pousser les Américains à vouloir renverser la table et choisir à nouveau Donald Trump. L'affaire du petit Santiago, prétendument kidnappé par ses parents à l'hôpital, a remis au goût du jour l'alerte enlèvement. Si les Français ont tous déjà été confrontés à sa diffusion, le dispositif est en réalité mal connu. Les explications de Mathilde Davenia. Vous avez sans doute déjà entendu retentir cette alarme. C'est celle qui annonce le déclenchement d'une alerte enlèvement. Selon le ministère de l'Intérieur, 40 989 disparitions de mineurs ont été signalées en France aux policiers et aux gendarmes en 2023. Des chiffres effrayants qui dépassent de très loin ceux de l'alerte enlèvement, déclenchée seulement 33 fois depuis 2006, date de sa création en France. Ce dispositif est tout droit inspiré du plan américain Amber Alert, nommé ainsi en hommage à Amber Hagerman, enlevée, violée et tuée à l'âge de 9 ans. Dans notre pays, l'alerte est lancée par la Direction centrale de la police judiciaire, par la Gendarmerie nationale ou par la préfecture de police qui envoie le message d'alerte aux différents médias et espaces publics. Le dispositif n'est activé que si plusieurs critères sont réunis. Enlèvement avéré d'un mineur, vie du dit mineur jugé en danger, mais il faut aussi disposer d'éléments d'information doivent permettre de localiser l'enfant ou le suspect. Si les 3 conditions sont remplies, le procureur informe ensuite les responsables légaux de la victime et leur accord est nécessaire au déclenchement de l'alerte. Le message, validé par un magistrat, est alors diffusé toutes les 15 minutes pendant 3 heures. Le ministère de la Justice estime que le dispositif a un taux de réussite estimé à 97%. Un résultat sans doute lié aux conditions très strictes de déclenchement. En d'autres termes, quand les dispositions sont particulièrement inquiétantes, le dispositif n'est pas déclenché puisque les conditions ne sont pas remplies. Récemment, le dispositif a été utilisé pour retrouver un bébé de 17 jours du nom de Santiago. Dans ce cas précis, la police a pu donner l'alerte sans le consentement des parents car les autorités jugeaient qu'ils étaient les ravisseurs et qu'il y avait un danger immédiat pour la vie de l'enfant. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Outre l'exhortation multiple de ne pas intervenir alors même que le dispositif implique que l'enfant est en danger, cette alerte enlèvement montre d'autres failles. Quand les parents du jeune Santiago ont été localisés en dehors des frontières françaises, le dispositif a été levé. La Belgique a ensuite pris le relais avec le dispositif Child Alert, lancement d'un avis de recherche nationale. Finalement, les parents ont été retrouvés aux Pays-Bas et interpellé à Amsterdam 4 jours après la levée de l'alerte. La santé du bébé était bonne et il avait même repris du poids pendant l'escapade. Depuis 2006, 2 enfants sont morts alors que l'alerte enlèvement a été déclenchée. Et nous partons à présent faire le tour de l'actualité en bref en France, aux côtés d'Olivier Frère-Jacques. Les ennemis intérieurs de la France à pied d'œuvre après la débandade de l'entreprise Atos lorsque Thierry Breton était à sa tête. C'est à présent le gouvernement qui poursuit des choix contre les intérêts des Français. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, vient en effet de retenir la candidature du tandem Hewlett-Packard Enterprise Orange contre l'offre d'Atos pour fournir un supercalculateur. La mission de l'appareil sera désormais les outils de renseignement et de défense grâce à l'intelligence artificielle. L'IA étant avant tout basée sur le traitement algorithmique de données, le fait de choisir une entreprise étrangère pour une telle mission revient donc à organiser le partage de données sensibles à une société états-unienne ici. De nombreux députés ont fait part de leur colère en apprenant ce choix d'une entreprise américaine au détriment du français Atos. Un choix qui rappelle également la récente embauche de l'ex-patron de la DGSI, Patrick Calvar, au sein d'une firme américaine, dont la spécialité est de traquer les entreprises pouvant tomber sous le joug de l'extraterritorialité du droit américain. À croire que nuire à la France est devenu un métier prisé. Augmentation de la mortalité des sans-domicile fixe. En 2017, Emmanuel Macron promettait à son arrivée au pouvoir que plus personne ne serait contraint de vivre dans la rue avant la fin de l'année. Il n'avait pas précisé que c'était parce que les sans-abri allaient être de plus en plus nombreux à mourir dehors. Mardi, le collectif Les Morts de la rue a publié son 12e rapport annuel
de recensement de la mortalité des SDF. 735 décès ont ainsi été comptabilisés en 2023, soit 111 de plus qu'en 2022. Le profil, lui, fait valoir un âge moyen de 49 ans et surtout une très large majorité d'hommes, 9 sur 10. L'association s'inquiète de cette mortalité massive, témoignant d'une détérioration des conditions de vie, mais peut-être aussi d'une amélioration du mode de calcul. Le nombre de personnes sans domicile fixe en France a doublé en une décennie, atteignant 330 000 sans-abri. La chute d'une icône diversitaire, le chanteur de nationalité française Slimane, célèbre notamment pour sa participation à une émission de télécrochet puis à l'Eurovision, est visé par une plainte pour des faits de harcèlement sexuel déposée par un ancien technicien d'une de ses tournées. Des faits qui se seraient déroulés en décembre 2023 en marge d'un concert du chanteur à Saint-Étienne. C'est le parquet de Saint-Étienne qui a confirmé cette information mardi 29 octobre. L'avocat du plaignant dit détenir des preuves de ces faits. Il s'agirait de photos à caractère sexuel du chanteur qui désirait avoir une relation avec le fameux technicien. Ironie de l'histoire, la tournée du chanteur forceur s'intitulait « Chronique d'un Cupidon », un petit Cupidon qui avait tapé dans l'œil du président Macron qui lui avait adressé son soutien avant le concours de l'Eurovision. But we do hope for the best, as this year the great artist Slimane will represent our country. La gauche morale encore visée par une affaire d'agression sexuelle. Après l'affaire Abbé Pierre et un candidat insoumis, c'est au tour de l'un des cofondateurs du planning familial d'être sous le feu des projecteurs. Le mouvement du planning familial a même lancé un appel à témoignage à ce sujet mardi 29 octobre. C'est une femme de 84 ans qui a déclaré avoir été agressée par un médecin il y a plus de 60 ans. Le médecin avorteur Henri Fabre, par ailleurs communiste, aurait donc aussi été un violeur et aurait profité de sa position de gynécologue pour s'adonner à cette pratique criminelle. L'individu ne sera pas là pour se défendre puisqu'il est mort en 2012. Et on poursuit avec un rapide tour de l'actualité internationale. Les États-Unis peuvent-ils encore retenir la main de Benjamin Netanyahou ? Mardi, le porte-parole du département d'État américain a témoigné de son inquiétude après une frappe israélienne sur le nord de la bande de Gaza. Près de 100 Palestiniens ont trouvé la mort dans le bombardement qui a visé une résidence de 5 étages où vivaient plusieurs familles. Comme souvent, l'armée israélienne prend note des critiques et explique examiner les informations sur, je cite, l'incident. Ce nouveau drame intervient alors que Tel Aviv a fait voter 2 lois pour interdire les interventions humanitaires de l'UNRWA. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dont dépend l'agence, a écrit à Benjamin Netanyahou pour se plaindre de cette décision. Une missive qui devrait rester lettre morte dans la mesure où Israël a déjà déclaré Guterres persona non grata sur son territoire. À une semaine des élections américaines, Washington ne semble désormais plus en mesure de faire plier Netanyahou. L'Espagne noyée dans la tragédie. Le sud et l'est de la péninsule ibérique font face à des pluies torrentielles et d'importantes crues depuis lundi, provoquant de graves inondations. Plus d'une 50aine de personnes ont déjà trouvé la mort, dont des enfants. Sans surprise, l'essentiel des médias invoque le réchauffement climatique comme raison principale de cette catastrophe naturelle. Une obsession qui permet de faire l'impasse sur la question de la bétonisation outrancière, mais aussi sur les mauvaises gestions de l'urbanisation en Espagne comme en France. Zourabichvili à l'épreuve des preuves. La présidente géorgienne battue en brèche par le scrutin législatif de dimanche dernier est désormais sommée par la justice d'apporter des preuves quant aux fraudes électorales qu'elle a dénoncées. En effet, après la victoire du rêve géorgien, le parti favorable à de bonnes relations avec Moscou refusant l'alignement sur Washington, le pouvoir géorgien a protesté en agitant une hypothétique ingérence russe. À noter que les instances européennes et américaines, opposées au parti du rêve géorgien victorieux dans les urnes, soutiennent Zourabichvili dans sa contestation du scrutin, alors même qu'il était communément considéré comme séditieux d'évoquer la fraude électorale quand il s'agissait de la victoire de Joe Biden en 2020. Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Au programme sur TVL ce soir, Bistro Liberté. Éric Morillo reçoit le politologue Pierre-Yves Rougeron pour évoquer le défi de la dette publique en France et la dernière ligne droite de la présidentielle américaine. La dette, c'est le masque d'une maladie économique pour le pays qui s'endette de manière trop forte.
Tu vois, la dette japonaise, elle cache un fait simple qui est la dénatalité. Que cache la dette française? La désindustrialisation. Pourquoi la politique américaine, elle est si débridée par rapport à la politique française, d'après vous, Jean-Eudes? Il y a deux solutions. Soit c'est un peuple complètement cinglé, franchement. Non, mais c'est une des options. C'est une option. Voilà, comme Pound le disait. Soit c'est un peuple encore vivant. Et là où nous sommes un peu morts, et d'ailleurs il suffit de comparer la vie politique française de la Troisième République et après la Seconde Guerre mondiale, on a un peuple qui est saigné à blanc d'abord par 2 guerres mondiales en l'espace de 20 ans et qui meurt peu à peu, et donc le débat politique se ternit. Je sais pas exactement, mais si j'analysais ça seulement d'un point de vue un peu vitaliste, je dirais que le dernier élan vraiment vital, il y a eu Jean-Marie Le Pen un peu, et que là en ce moment on se demande un peu s'il y a encore des gens vivants dans le pays. Voilà. Kamala Harris n'est rien de plus que l'agonie d'un système que certains appellent néoconservateur, mais qu'on peut qualifier avant tout de mondialiste dans l'ensemble des élites occidentales. Il y a 2 personnes qui ont lâché Kamala Harris dans les derniers 5 jours. Le patron du Los Angeles Times, qui a dit oui mais nous non. Et le patron du Washington Post. Ça n'est jamais arrivé que la grande presse lâche publiquement un candidat démocrate. Également au programme de votre soirée passé-présent, Guillaume Fiquet reçoit Frédéric Éparvier pour retracer l'histoire de Sparte, cette cité qui méprisait le luxe et le divertissement. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien et passez une bonne soirée.